afriqueconnection.com, c'est un site panafricain d'information qui parle donc du continent africain et de sa diaspora. Son premier souci, c'est de mettre en exergue les Africains de la diaspora qui s'illustrent dans leur domaine d'activité. Donc Tierno nous vient de Paris et il est là parmi nous aujourd'hui pour parler de afriqueconnection.com. C'est un nouveau site d'information destiné à la diaspora. Et je profite de cette occasion pour saluer tous les auditeurs qui nous écoutent en Afrique, au Sénégal, aux États-Unis, à Paris, un peu partout en Europe. Je vous dis bon appétit et welcome to the people from United States who listen to cette émission. Donc je vous dis, Mamadou, on déroule. Et tout à l'heure, on va parler un petit peu des élections municipales en expliquant exactement comment cela se déroule avant que M. Dinosera intervienne pour expliquer un petit peu les 8 secteurs, qu'est-ce qui se passe là-bas, qui est là-bas et qui fait quoi. Donc c'est une information qui vous sera très utile. Nous sommes à votre service, Radio Galère, tous les dimanches, dans l'émission Diaspora, pour vous servir et pour vous informer, pour dialoguer avec vous et communiquer avec vous dans le respect et dans la dignité. Merci. Merci beaucoup. Vous aurez tout à l'heure la voix d'or qui a un dialogue qui s'appelle Revient, qui a souvent participé à l'émission avec notre grand ami, notre maestro Lanny Karaté. On n'en saura plus davantage. On aurait surtout aimé qu'elle soit un vrai salarié de Galère et d'autres radios pour éventuellement relayer cette information qui manque énormément. Le silence est une arme redoutable et qu'elle ne soit pas déjà été silence pour tout le monde. Donc, sans plus tarder, nous allons avec une chanson, nous allons déjà dédier à nos auditeurs. Voilà, on a une mauvaise qualité de son, c'est pas grave, nous aurons tout à l'heure à cette musique, mais en attendant, Salsero dans Super Cayor, pour notre invité Tierno et pour Moïse, pour son épouse. Et nous dédions bien sûr à nos amis donc, actuellement qui soutiennent, et oui, on aura aussi une interview d'Issa Kouaté, voilà, qui éventuellement s'engagent à soutenir Pape Diouf et qui sont là vraiment les co-fondateurs justement de... les colistiers. Du soutien de Pape, et sans oublier donc beaucoup d'entre vous comme Gary Gallo, comme Babacar et comme tant d'autres. Donc allez, si c'est la politique, qu'elle soit ainsi. Donc... J'en profite pour vous annoncer qu'aujourd'hui, au Doc des Suds, Pape Diouf invite tous les Marseillais à le rejoindre à partir de 14h30 au Doc des Suds pour un meeting festif. Et je pense que bon, c'est la campagne. Nous sommes là pour donner l'information. Chères auditrices et auditeurs de Radio Galère, à partir de 14h30 au Doc des Suds, vous avez rendez-vous avec Pape Diouf et ses 302 colistiers qui seront là pour vous informer de leur programme et faire une fête. Donc c'est quand même notre devoir de vous informer. Donc comme c'est dit, à partir de 14h30 au Doc des Suds, vous avez rendez-vous avec Pape Diouf. Rapidement, chanson. Seul le travail paye, Radio Galère quand même. On oublie de transmettre le numéro standard 04 91 08 28 10 et le deuxième numéro 04 91 08 28 15 gratuit et pour faire décoller. Ben, on décollera bien sûr avec les politiques et souvent tout le monde craint la politique. Mais bon, vivre ensemble, les politiques aussi, c'est souvent nécessaire. Alors, allô? Oui, bonjour, M. Maurice. Voilà, comme prévu, vous étiez prévu invité donc à nous rejoindre au studio. Je pense que l'image est Kachinov, donc vous êtes totalement très surpris.
À l'antenne, donc, vous avez notre chroniqueur Moïse Kouaté, un journaliste donc, qui vient depuis Sénégal donc, avec vous. Donc, qui êtes-vous et que voulez-vous? Quel message vous voulez apporter à la communauté? Et deuxième moment, quel élu vous représentez? Et quelles sont les solutions, bien sûr, à Marseille? Alors écoutez, je suis Maurice Dinotora, C'est déjà pas mal. conseiller municipal de M. Jean-Claude Gaudin, Oui. conseiller général des Bouches-du-Rhône. Je suis chargé à la ville de Marseille des grands événements et des grands équipements. Les grands équipements que sont le stade de Rome, le palais des sports, le dôme, le silo. Nous, on est là-bas déjà, on travaille là. Et des grands événements qui se déroulent dans cette ville. D'accord. Oui, c'est Moïse Kouaté qui est à l'antenne. Monsieur Dino Serab, avant d'être responsable des grands événements, vous avez été chargé des relations internationales, si je comprends bien. Non, j'ai jamais été chargé des relations internationales. C'est Roccassera qui est chargé des relations internationales. Ah d'accord. Voilà. Je vous confondais avec Roccassera. Voilà. Donc, Si vous voulez bien, je veux bien qu'on parle de plusieurs Axé. choses. Est-ce qu'on peut parler politique? Bon, mais écoutez, on parle politique. Bon, là, nous sommes... On parle de football. Oui, vous voulez qu'on parle de football? De sport, mais ça, le Non, plutôt. Écoutez, on va centraliser les choses. bon, déjà, je vois que dans la campagne électorale, il y a trop de football dedans. J'ai vu la dernière fois les supporters de l'Olympique de Marseille dérouler une affiche en disant « Menuchi, si tu veux vendre notre stade, vends d'abord ta maison ». On a vu aussi dans la journée des femmes que le président de l'Olympique de Marseille, accompagné des femmes, avait invité des femmes pour Godin. On voit que le staff de l'Olympique de Marseille est à côté de Godin. Donc, vous ne pensez pas que... Godin est à côté de Marseillais. Voilà, mais vous ne pensez pas qu'on est en train de faire un mélange des genres? Non, alors attendez, tout d'abord. Parlons point par point. Ouais. On va parler du stade de Rome. Oui, La réaction des supporters oui, n'est pas la réaction, est une réaction qui leur est propre. oui. Quand on parle de vendre le stade de Rome, d'abord il faut savoir beaucoup de choses. D'accord avec moi? Oui, On ne veut pas d'un seul coup faire de grandes déclarations en disant je vends le stade, sans au moins savoir si cela était possible. Alors le stade de Rome. oui. Pourquoi il y a eu le stade de Rome? Pourquoi le stade de Rome doit être rénové et réaménagé? La raison essentielle, c'est que l'Union européenne de football a demandé l'organisation de l'Euro 2016 à Marseille. Oui, Donc, pour que, à Marseille, à la France, oui. dis-moi, c'est lapsus révélateur. Mais il faut que tous les stades de France soient au nord de l'Europe. Oui, Et donc, avec l'aide de l'État et des collectivités territoriales, il a été décidé de la rénovation d'une dizaine de stades en France pour que l'on puisse jouer les matchs de Coupe d'Europe, ouais. et notamment à Marseille. Oui, Donc, la Marseille a dû refaire le stade Vélodrome pour le rendre aux normes européennes et pour permettre à la France oui, d'avoir la Coupe d'Europe 2016. ouais. Marseille, Lille, Lyon, Bordeaux, etc. Et Nice. Nous avons donc eu plusieurs solutions à mettre en place. Soit la ville construit le stade elle-même, puisque le stade Vélodrome appartient à Marseille, et cela coûte aux contribuables une somme de 263 millions d'euros. C'est le chiffre exact, rapport de la Chambre générale des comptes. Ou alors, elle fait ce qu'on appelle une opération avec une entreprise, on appelle ça le PPP, le partenariat public-privé. Et là, après une délibération au conseil municipal où tout le monde a voté à l'unanimité,
la droite, la gauche, le Parti communiste, tout le monde a voté. Nous avons décidé de faire un PVP avec le groupe Bouygues. C'est-à-dire que les 263 millions d'euros sont répartis de la chose suivante. Le Conseil général donne 30 millions d'euros. La communauté urbaine donne 20 millions d'euros. L'État, 28 millions d'euros. La région, 14 millions d'euros. La ville de Marseille, 43 millions d'euros. Le reste étant pris en charge par la société Arema. Voilà. Donc, vous avez compris le système. Oui, on a compris, on a compris. On crée et on met en place. Mais ce n'est pas tout. On a créé non pas qu'un stade, mais on crée un quartier, on crée quelque chose de nouveau du côté de Salomon. Vous avez pu regarder que récemment, on a mis en place le tunnel Prado Sud, mais autour du stade, il va être créé des logements pour les personnes âgées, des logements pour les étudiants, des logements pour les particuliers, un hôtel, une clinique, un centre commercial et bien entendu un stade d'athlétisme qui est le stade de Delors. Tout ça dans cette enveloppe, puisque c'est pris en charge par les promoteurs, et cela va créer en plus des recettes fiscales pour la ville, taxe d'habitation, taxe professionnelle, et ça va créer des emplois. Et ça crée des emplois. Oui, vous savez, je ne vais pas vous couper, monsieur. Ce débat, je pense qu'on en a débattu, Godin en a parlé, Minucci en a parlé, Pape Diouf en a parlé. Je pense que pour les éditeurs qui nous écoutent, le stade Vélodrome, le cas du stade Vélodrome est un cas particulier qu'on ne peut pas débattre ici parce que le temps ne le permet pas. Parce que nous autres contribuables marseillais, moi particulièrement, j'ai assisté à 3 constructions. Le stade Vélodrome qui a été construit en 1984 pour les Jeux, pour le championnat d'Europe qui se jouait en France. Et on aurait dû faire en 98 pour de bon, construire le stade, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Tout le monde avait vu. Bernard Tapie avait dit que il voulait construire un nouveau stade, on n'a pas voulu. Roland Courbis traitait ce stade de courant d'air parce qu'il était mal adapté. Et on refait encore les toits, ça veut dire que... Vous savez ce qui date ce qui a été construit en 98. Oui. Vous savez quand c'est qu'il a été mis en place? Oui, mais vous savez, les contribuables marseillais, non mais voilà, donc maintenant c'est couvert, ça veut dire que ce sont les contribuables marseillais qui sont en train de payer la facture. Donc monsieur, le stade rapportera de l'argent à la ville de Marseille à partir de la 15e année. Et je vous donner le bilan financier. Contrairement à ce qu'on dit, on raconte n'importe quoi. Le stade de Rome coûte moins cher que ce qu'il aurait coûté s'il avait été pris en charge complètement par la ville. Bon d'accord, monsieur, on a compris que le stade rapportera de l'argent aux contribuables plutôt que d'en perdre. Mais sur le plan, les supporters, les Marseillais, ce qui les préoccupe, ce n'est pas le stade, la vente du stade ou pas. Ce qui préoccupe les Marseillais, c'est d'avoir une bonne équipe compétitive qui va concurrencer le PSG, qui va concurrencer Monaco, et que nous autres supporters de l'OM et Marseillais, je pense qu'après la fin de la saison, il va falloir que l'OM joue dans une compétition de haut niveau, et dans le haut niveau, il n'y a pas de demi-mesure. Il faut que les restes... Vous me dites quelque chose qui est plutôt très intéressant et très judicieux, mais vous parlez du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain était racheté par le CAF. Mais pourquoi l'Olympique de Marseille n'est pas vendable? Mais attendez, l'OM n'appartient pas à la ville, il appartient à Mme Louis Dreyfus. Oui, mais vous savez très bien que Mme Louis Dreyfus prend l'OM pour un jouet. Mme Louis Dreyfus veut donner l'OM à son enfant. Et nous autres Marseillais, nous sommes pour que Marseille soit un grand club qui va concurrencer le PSG
et l'AS Monaco, nous en avons marre de ces histoires de tergiversation de Mme Dreyfus, monsieur, s'il vous plaît. Parler de ça, Monaco, c'est pareil. Monaco a une particularité, c'est que Monaco ne paiera pas, à ce jour, du moins, ne paiera pas les taxes importantes que demande l'État français. Je ne parle pas de ça, je ne parle pas de ça. Non, on ne parle pas de taxes ni impôts. Je veux dire que les Marseillais souhaiteraient avoir une grande équipe de l'Olympique de Marseille et les responsables actuels doivent prendre leurs responsabilités. Ils ont renvoyé l'entraîneur qui était là, ils ont pris la place de l'entraîneur et si aujourd'hui ils n'auront pas de place européenne, quelle sera leur position? Est-ce qu'ils vont rester à continuer à gérer l'OM? Je pense que quand on joue au haut niveau, il faut savoir sanctionner et ceux qui ne font pas de résultats doivent partir et laisser la place aux autres. C'est ce que les Marseillais veulent entendre. Pas de la vente du stade Vélodrome ou pas. Après, ce qui me concerne, ma ville de Marseille, je n'ai pas imposé à Mme Dreyfus d'acheter tel ou tel joueur ou de vendre le club, c'est son problème. Vous comprenez? Ce serait de ma part assez inélégant que de dire à Mme Dreyfus, il faut faire ça, il faut faire ça. Oui, d'accord, je suis entièrement d'accord. Mais pour terminer maintenant, bon, vous supportez Jean-Claude Godin. Bien sûr, et j'en suis fier. Donc, bon, là bon, dites-nous, bon, quels sont les projets de Jean-Claude Godin pour la ville, parce que... Quand même, avant de prendre le projet au faire historique, que depuis 1995, le chômage était à Marseille en 1995 à 23,50%. Et grâce à l'action de la ville, avec notamment la création des zones franches, nous sommes arrivés à faire baisser le nombre de chômeurs à 13%. Et c'est beaucoup trop, je suis d'accord avec vous. Mais cela a été quand même quelque chose d'important. Ensuite, nous avons vu Marseille, capitale européenne de la culture. Et vous savez très bien que ça a permis à Marseille d'enregistrer des sommes considérables de gens qui sont venus chez nous. Et les hôtels, d'ailleurs, vous pouvez les voir avec les restaurants, ont vu leur chiffre d'affaires augmenter d'un peu plus de 38%. Ensuite, Marseille est en pleine évolution. Allez du côté du Missel, allez voir du côté des terrains du port où il y a actuellement des constructions et où il y aura des emplois qui vont être créés grâce à ça, près de 1000 emplois. Marseille, nous souhaitons que Marseille devienne la capitale européenne du sport en 2016. En 2017, c'était parti. Marseille a de grands travaux. Marseille a été complètement rénové. Il y a des hicks, bien entendu. En ce qui concerne le nettoiement, mais ce n'est pas la ville de Marseille, comme vous le savez, c'est la communauté urbaine de M. Kazini-Becouchi. En ce qui concerne aussi les problèmes de stationnement, c'est aussi la communauté urbaine. Et tout ça, il est indispensable que lorsque M. Godin sera élu, et lorsque la communauté urbaine changera de président, nous aurons une autre dynamique à insuffler dans cette ville. Oui, merci monsieur Dino Serra. Quel secteur vous êtes, monsieur Dino Serra? Dans le 4e et 5e arrondissement, où Mme Carlos Smith fait une campagne en disant Marseille sale, c'est scandaleux, et elle oublie de dire que c'est un peu à cause d'elle, puisqu'elle est quand même avec M. Menucci et M. Caselli qui est président de la communauté urbaine. On vous a compris. En tout cas, merci beaucoup. Et merci à Ben, merci donc, de ce texte en direct. Et quand vous seriez réélu, et sachez aussi que Manuel Valère, il est là justement, que vous puissiez être à nos côtés, imaginer tout. Voilà, et bon après-midi, et bonne campagne. Merci beaucoup. Voilà, cher ami, merci Moïse. Donc, sur le football, certainement, c'est vrai que dans ce paysage, on ne crée pas des emplois. Je ne suis pas vraiment, je suis un sportif qui était vraiment joué dans les sports qui à l'époque, c'était carrément la ligue, c'était carrément la foi. Oui. C'était beaucoup de compétition. Et rien ne sera son moment. Maintenant, aujourd'hui, il y a trop d'enjeux. Je pense qu'on va prendre un diagramme avant de laisser l'interview de Issa. Rapidement, cher ami, Mokhtar. Allô? Oui, allô, Mamadou? Voilà. Et oui, donc, voilà, le temps passe, je pense. Merci d'avoir été patient. Voilà. Oui. C'était un peu long avec M. Dino Serra, tout simplement. La voix est libre. Vous êtes en antenne. Oui, bonjour Mamadou, bonjour Mokhtar et bonjour Moïse. Bonjour, voilà, on est toujours très content de vous par rapport à ce rendez-vous dominical dont vous assurez pratiquement tous les week-ends.
Voilà, moi, ce ne sera pas trop long, vu qu'actuellement, on est vraiment dans le bain d'un très grand objectif qui se passe actuellement sur Marseille. Donc, c'est l'objectif Mars. Bon, l'objectif Mars, ça veut dire, bon, pour le collectif de Pape, un appel à la révolution citoyenne. Voilà, donc, et ça se tiendra aujourd'hui, le 16, donc ce dimanche-là, à partir de 14h30, donc dans quelques minutes, jusqu'à 18h30 à la Fiesta des Sud. Donc là, on vous invite sur une journée de fête et de rencontre avec partout ces 303 policiers, voilà, pour essayer de changer des idées, enfin changer la donne, comme partout a voulu appeler enfin son slogan de campagne. Voilà, donc c'est pour prier tous les Marseillais de venir se détendre, de venir échanger avec partout les policiers qui ont été précisés tout à l'heure, les 303. Et puis, en plus de ça, bon, on vous réserve énormément de surprises là-dessus parce qu'il y aura partie hop, il y aura des danses classiques, bon, il y aura des rappeurs qui vont s'exprimer, il y aura des projections vidéo, il y aura un parcours familial. Voilà, quand on dit parcours familial, les enfants auront le choix de pouvoir discuter avec des personnes dans certains secteurs, de trucs qui les concernent, de sujets qui les concernent vraiment. Il y aura des débats animés aussi par des citoyens qui sont complètement engagés et on terminera avec un très grand discours de Pape qui vous réexpliquera encore la vision qu'il a vue, qu'il a pour cette ville de Marseille. Voilà, donc c'était juste pour passer ce message-là, tout en vous remerciant de votre support et puis nous convions à venir à la pièce d'habitude. Voilà, et il n'y a pas de continuation. Oui, vous avez des questions, je vais aller. Voilà. Ça va, il n'y a pas de souci. Merci. Voilà, nous allons partir sur le sujet des explications. Donc, Isabelle qui parle et donc, on le soutient, on les fait pour moi et qui réussissent dans ce paysage politique. Rien ne sera pour moi comme je l'ai dit dans la session prochaine. Les gens vont devoir se prêter à l'écoute et on va rapidement y aller avec l'interview d'Isabelle. Cette conversion finalement de sa vie qu'il a vécue. Mais il faut oser. C'est ce qu'il a fait. C'est pas n'importe qui. Voilà. En tout cas, il nous promet donc qu'il y aura pas plus loin 5 même à 10%. Et donc, ce moyen bien sûr d'être non seulement nous allons, si vous le désirez, voir donc la membre libre à la visite de notre ami journaliste Foucault. Donc, on va vous laisser écouter et voilà, et voir
Gallo et qui nous dira déjà son point de vue sur la tête, puisque notre ami journaliste est venu voir justement Pape, voilà, pour voir donc cette rencontre qui a été quand même pour lui riche. Je suis arrivé le 15 octobre 63, il y a d'autres champions, donc depuis, ça va, j'ai fait la nouvelle construction du Sénégal. Moi, j'étais connu à l'école avec Papi, en 80. Donc, il est appui au milieu du Sénégal. Il faut qu'il a été le budget, j'ai été dans son staff, avec d'autres. Papi, c'est un autre. Je l'ai vu arriver. Il se trouve qu'aussi, on a travaillé avec des collectivités territoriales, la municipalité ou le conseil général. Et aujourd'hui, donc ces collectivités territoriales nous ont proposé, parmi les Sénégalais plutôt, on a au moins 5 ou 6 Sénégalais qui sont sur la liste et en position d'être éligibles. C'est après, on en avait travaillé, on s'est donné pour. Voilà, donc vous trouverez l'intégralité, bien sûr, de voir cette prise de parole, donc cette visite de M. Babakaba au sein de la dans la même gale, vous serez galon, puisque bon appétit, vous êtes à table. Et voici l'interview, bien sûr, au bureau Moïse Paté, appelez-moi Oubien, et notre, bien sûr, journaliste, pas professeur en même temps, j'ai nommé notre Torah, qui dit homonyme Mamadou Toukara, donc sans plus tarder, Moïse, au bureau. D'avoir aussi Toukara, la vedette de la télévision sénégalaise, qui fait son émission Sénégal qui est là à Marseille, parmi nous. Monsieur Toukara, quelle est votre impression de la ville de Marseille et qu'est-ce que vous dites aux auditeurs et auditrices de Radio Galère qui nous écoutent tous les dimanches? Quel est le message que vous envoyez à ces auditeurs et auditrices de Radio Galère? La ville de Marseille est une très très belle ville. La ville Marseille est une ville sénégalaise. Des gens qu'on voit pour la première fois, qui vous adoptent tout de suite. J'ai eu ce privilège, ce honneur-là. Mon message à tous ceux qui écoutent Radio Galère, c'est que Radio Galère, c'est un symbole de constance. 35 ans, et qui donne de la voix, qui fait son possible pour que les choses aillent mieux pour la diaspora. Voilà, on sait que M. Toukara se bat énormément et il sera prochainement, bien sûr, dans la cité française pour parler vraiment de développement et encadrer la jeunesse. La diaspora joue un grand rôle. On laisse Moïse, bien sûr, nous expliquer donc cette rencontre et puis vraiment évoquer un peu cette présence de Toukara dans notre région. Oui, c'est un honneur pour nous autres Marseillais de recevoir des personnalités de l'audiovisuel sénégalaise telles que Mamadou Sy Tounkara, que nous disons bonjour au passage et s'il nous écoute.
il était là. Bon, c'était une visite brève, un passage éclair, mais bon, nous avons eu l'opportunité et la chance de partager avec lui quelques moments où on a discuté, on a dialogué. Et il était là pour d'autres raisons. Et il avait rendez-vous avec Pape Diouf, il est passé voir Pape Diouf et puis il nous a rencontrés, on a échangé. Et je pense que c'est une bonne chose d'avoir ces dialogues qui peuvent ouvrir pas mal d'opportunités. Et comme je dis, nous sommes des Sénégalais de l'extérieur, mais nous avons aussi notre opinion sur ce qui se passe au Sénégal. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens de la diaspora qui ont des idées et qui veulent le mettre en place. Et Mamadou Sy Tounkara donne l'opportunité et l'occasion à ces gens de la diaspora de pouvoir s'exprimer, de pouvoir participer au débat. Donc c'est une première. Mais il sera de retour à Marseille prochainement. Et ça sera élargi à toute la communauté sénégalaise et africaine de Marseille pour qu'il y ait un dialogue, une rencontre conviviale, un échange qui sera profitable aux uns et aux autres et au Sénégal que nous croyons et que nous chérissons beaucoup. Donc le voyage de Mamadou Sy Tounkara, c'était dans ce but et ça nous a fait plaisir. Et merci pour les organisateurs tels que Babacar Ba, qui nous a reçus dans son restaurant Teranga, et ça a été vraiment convivial et très bien. Et puis on espère que ces genres de rencontres se poursuivront et continueront pour faire vivre Marseille et que les Sénégalais de Marseille puissent aussi s'exprimer et donner leur opinion sur le Sénégal et sur d'autres sujets. Alors, on va rapidement parler de Diallo, parce que j'en parle en presse, et nous avons écouté du label Saïd qui est là pour parler de la politique, et puis il y a d'autres personnes éventuellement qui interviendront, mais c'est pas le temps si court dans la presse. Et nous avons un journaliste, étudiant journaliste, qui s'appelle Alpha Franck, qui arrive, donc là, il va être petit, donc il a beaucoup de chance, et surtout, voilà, donc, on aura besoin de lui justement pour accompagner le ministère des Affaires étrangères avant son exposition dans la télévision sénégalaise qui est. Voilà, bonjour Thierno. Bonjour. C'est un plaisir Thierno, je pense que Marseille finalement, Marseille. C'est un plaisir partagé. Hein. Ouais. Voilà, et Thierno, donc, tu as travaillé pendant des années, justement, de façon jusqu'à maintenant, la communication, et tu sais que la communication, c'est plutôt dans le journalisme, c'est différent, c'est plutôt dans le journalisme, non la communication. Non, c'est un informateur. Déjà, je dirais bonjour, avant de commencer, aux auditeurs de la radio Galère, qui sont fidèles à cette radio. Tous les dimanches, ils se connectent justement pour s'informer, pour échanger un peu. Les raisons de ma visite à Marseille, je suis venu justement pour couvrir le meeting du jour de Pape Diouf. Il a lieu aujourd'hui à Marseille, donc, dans le cadre de la campagne pour les locales. Voilà, c'est la raison principale de ma visite. Donc, je suis passé ensuite, donc, avant d'aller au meeting, vous dire un petit bonjour. Voilà. Oui, mais Thierno, vous avez créé un site afriqueconnection.com. Depuis un mois, vous êtes dans le web. Et pouvez-vous nous dire quelles sont vos motivations pour créer ce site, comme vous le dites, qui est un site panafricain d'information? Vous pouvez nous dire exactement comment faire pour rentrer dans le site, quelles sont les modalités et le format de votre travail? En fait, là, c'est un vieux projet qui date de plusieurs années, je dirais même peut-être entre 7 et 8 ans. Je pensais à ce projet et je le préparais minutieusement. Mais j'ai pris le temps, franchement, de le mûrir. Et j'ai estimé qu'aujourd'hui, le projet est assez mature donc, pour être lancé.
En fait, ce qui m'a motivé à le lancer, je suis parti d'un constat. Il y a plusieurs, dans la communauté africaine, il y a plusieurs micro-sites, des sites sénégalais, des sites maliens, des sites ivoiriens, guinéens, ainsi de suite. Partout, il y en a. Dans la diaspora également, ces sites sont multipliés depuis des années. Mais il y a pratiquement aucun de ces sites-là qui surplombe l'Afrique entièrement, quoi. Alors qu'au moment, chaque Africain que tu rencontres dans un coin de rue te dit que moi je suis panafricain. Donc j'ai trouvé ça un peu quand même, un peu gauche, quoi. Je me suis dit, là il y a un créneau à exploiter. Il faudrait quand même avoir un créneau où tous les Africains, que tu sois sénégalais, malien, gabonais, camerounais, ivoirien, que vous ayez un créneau où vous pouvez vous rencontrer justement pour s'informer sur, non seulement sur votre pays, mais sur le pays d'à côté et sur le pays qui se trouve de l'autre bout de l'Afrique. Voilà, c'est la principale motivation pour ce projet-là. Donc ça veut dire que c'est un projet panafricain, donc vous touchez à toute l'Afrique. À toute l'Afrique et sa diaspora également, et sa diaspora surtout, je dirais. D'accord, mais qu'est-ce que vous pensez de la candidature de Bouteflika en Algérie, qui fait le buzz actuellement en Algérie, un peu dans le monde? Je pense que ça doit être aussi vos préoccupations. Effectivement, d'ailleurs, on en a fait des articles. On a fait des articles sur ce sujet-là. On a vu que le peuple algérien, bon, je ne dirais pas le peuple algérien, mais une partie de ce peuple s'est révolté contre cette candidature. Même à ce que je sache, même hier, il y a eu une manifestation à Alger par rapport à ça. Et donc, justement, je pense que c'est tout à fait légitime leur inquiétude. Parce que vous êtes en face, on est là en face d'un président. Depuis plus d'un an, il n'a fait aucune apparition publique. Depuis plus d'un an, il multiplie les séjours en cachetier dans les établissements hospitaliers à Paris pour se soigner, avec un plus grand mystère, on ne sait pas. Donc il y a tout cela. Et depuis tout ce temps-là, il y a un suspense par rapport à sa candidature. Et patatras, on vient de nous dire un beau jour, on se réveille, on dit que finalement il sera candidat. Et c'est même pas lui qui l'avait déclaré en premier lieu, même si quelques jours après il s'est rattrapé pour aller justement clopin-clapant, justement devant les micros pour dire pourquoi il est candidat. Donc on comprend bien l'inquiétude du peuple algérien par rapport à cela. Et c'est quand même un président malade. On a vécu cette situation-là au Sénégal il y a 2 ans, je crois, en 2011-2012, où les Sénégalais ont dit à Blaiwad, non, tu ne dois pas se présenter. Bon, on sait qu'il est vieux, déjà à l'époque il était vieux, et voilà, ils sont allés manifester. On se souvient de ce 23 juin à l'Assemblée nationale, où le peuple entier était venu, alors que les députés votaient une loi, tentaient de faire passer une loi qui instituait un ticket présidentiel que Abdelawad a voulu faire passer. Mais grâce à la pression populaire, la loi a été retirée. Donc on le voit bien, quand la population, le peuple n'est pas d'accord, voilà, les dirigeants ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. On a vu l'exemple égyptien, on a vu l'exemple tunisien, on a vu ce qui s'est passé en Libye. Oui, actuellement, il y a le cas Bouteflika qui fait école. J'ai vu l'image le jour où il est venu au Conseil constitutionnel présenter sa candidature, c'était pathétique. On n'entendait même pas sa voix, c'était inaudible. Mais qu'est-ce que vous dites à ces chefs d'État africains qui sont là au pouvoir depuis 30 ans et qui s'accrochent? Je prends le cas du Burkina Faso, le cas du Cameroun, ces gens qui sont là au pouvoir. Est-ce qu'il n'est pas temps maintenant que l'Union africaine puisse sortir une loi qui dit que partout en Afrique, chaque chef d'État ne peut pas dépasser 2 mandats? Je pense que sinon, les gens, ils feront ce qu'ils veulent. Il est temps maintenant que l'Afrique, l'Union africaine, prenne ses responsabilités pour exiger que désormais, on ne peut plus dépasser 2 mandats dans un pays africain pour pouvoir siéger à l'Union africaine. Moi, je pense que Moïse, là, on n'a pas besoin de l'Union africaine pour légiférer sur un cas national, un cas local. D'autant plus que l'Union africaine, tout le monde le sait, quand il s'agit des questions d'intérêt continental, souvent, elle brille par son mutisme. Il faut attendre d'abord que cette fameuse communauté internationale
se mobilise pour justement embarquer dans son sillage l'Union africaine pour qu'elle bouge son petit doigt. Tout le monde le sait. On n'est pas naïf, je pense. Donc, je crois qu'on n'a pas besoin de cette Union africaine-là pour justement faire une loi interdisant à tel ou tel autre président d'un pays à dire non, tu n'as pas le droit de présenter. De toute façon, moi, je crois que maintenant, on est arrivé à un moment où franchement, on n'a même pas besoin de loi pour ça au niveau national. Et les populations constituent une sorte de boucliers qui sont là. Maintenant, personne ne veut être dirigé comme il y a 10 ans ou 15 ans. Personne. Dans tous les pays, on a vu qu'il y a une soif de changement, une soif de démocratie. Donc, du coup, je pense que un président a beau tenter un coup, deux coups, mais je pense que maintenant, le troisième coup, ça ne passera jamais. Parce que les populations vont se mobiliser et dire niet. Maintenant, les gens ont ce courage-là. On a vu ce qui se passe à travers le continent. Je pense maintenant, moi, franchement, je ne suis pas du genre à crier sur tous les toits du monde, non, il faut légiférer, tout ça. Non, je pense que les populations sont assez matures pour essayer de défendre leur démocratie. Oui, que pensez-vous du procès Hissène Habré? Parce que on a l'impression que c'est l'Union européenne qui est quand même l'instigateur de ce procès. Parce que Hissène Habré, je suis d'accord qu'on le juge, mais il y a tellement de Hissène Habré en Afrique que si on doit juger Hissène Habré, on doit juger tout le monde. Actuellement, le président du Kenya élu est quand même sous contrôle judiciaire. Normalement, il devait répondre à la Cour internationale de la Haye. Mais ce sont les chefs d'État africains qui se sont opposés à ça. Donc, qu'est-ce que vous dites? Il y a 2 poids, 2 mesures. On veut juger Hissène Habré parce qu'il a commis des meurtres il y a 30 ans de cela. Aujourd'hui, il y a un président qui est élu il n'y a même pas 1 an, qui a été convoqué par la Cour internationale de la Haye et que les chefs d'État africains, en tant que syndicats, sont levés pour le défendre. Mais donc, il y a une contradiction. Qu'en pensez-vous? Je pense, franchement, Moïse, le cas Hissène Habré, c'est un dossier complexe et qui dure depuis des années, des décennies maintenant. Il y a plusieurs intérêts en jeu. Il est au Sénégal depuis des années, depuis des décennies, il est réfugié là-bas. On a vu la pression qui s'est abattue sur l'ancien président Abdoulaye Wade pour qu'il le fasse juger. Ça a traîné jusqu'à son départ. Et son successeur Macky Sall a repris le dossier. Et on le voit aujourd'hui également, bien que maintenant il est mis aux arrêts, tout cela. Mais ça demande beaucoup de moyens, c'est tout cela. Pour répondre exactement à la question, je ne vais pas m'allonger sur cette question-là parce que je ne suis pas un spécialiste judiciaire. Je ne maîtrise pas ce dossier qui est extrêmement complexe. Donc je suis impréparé par rapport à ça également. Donc je vous dirais tout simplement qu'il faut également penser à ceux qui réclament justice. Il faut penser à ceux qui réclament justice. Oui. Voilà, donc je pense que ces gens-là aussi, donc, ils ont tout à fait raison de mettre des pressions pour que justice le soit rendue. Merci pour cette réponse, Thierno. De toute façon, on va rester dans le cadre surtout la campagne et bien sûr pour parler un peu justement la candidature de Pape Diouf qui, je pense, qui intéresse un peu les gens. Et on va essayer de mettre de côté, franchement, la politique extérieure. C'est très difficile de les gérer. Et c'est vrai que merci de... Alors, nous avons 2 appels. Alors, d'accord. Voilà. Moïse, donc nous continuons. Surtout, il faut aller sur le côté où il est venu vraiment rencontrer Pape. Qu'est-ce qu'il en pense justement pour cette nomination de Pape, qui est un ex-président, et qui est un grand manager de tous les grands joueurs de foot. Voilà. Oui, Thierno, comme il est là, il est venu en tant que journaliste, comme il a dit. Il va couvrir l'événement de Pape Diouf. Il va aussi rencontrer tous les autres Sénégalais qui sont dans les listes pour avoir leur avis, pour avoir un travail très complet. Je pense, Thierno, comme il a dit Mamadou, avant de rentrer sur le cas Pape, il faudra que je fasse un petit peu comprendre aux auditrices et auditeurs comment ce scrutin se déroule. Ces élections municipales, c'est une élection qui se fait par secteur. Marseille est divisé par 8 secteurs. Marseille est divisé par 8 secteurs. Donc le premier et le 7e secteur, c'est dirigé actuellement par la gauche, par Menucci. Le 2e et le 3e secteur est dirigé par une ancienne du Parti Socialiste qui était Lisette Nardechy, qui est aujourd'hui aux radicaux de gauche. Le 4e et 5e secteur, c'est le secteur qui est dirigé par l'UMP, Bruno Gilles.
Le 6e et 8e secteur, c'est le secteur, l'actuel maire, c'est Dominique Tchang, qui est venu ferrer avec Menucci dans le 1er et 7e arrondissement. Donc Dominique Tchang était maire du 6e et 8e. Il est venu se présenter au 1er et 7e arrondissement pour contrer Menucci. Le 9e et 10e secteur, 10e arrondissement, c'est la droite, Guy Tessier, qui est maire, qui est à l'UMP. Le 11e et 12e secteur, le 12e, ça c'est le 6e secteur qui est dirigé par Robert Assanté. Robert Assanté qui était un ancien de l'UMP, mais qui est en rébellion actuellement, il est divers droite. C'est lui qui pose un petit peu problème à Godin dans ce secteur. Il y a le 13e et 14e qui est dirigé par Garot, tu vois, qui est un socialiste. C'est là où Pape Diouf se présente. Il y a le 15e et 16e arrondissement qui est dirigé par Samia Ghali, qui est de la gauche. Donc quand tu regardes bien, il y a 8 secteurs. 4 secteurs sont de la gauche et 4 secteurs sont de la droite. Mais il faut comprendre que Marseille, pour avoir la majorité, Marseille doit élire 101 conseillers municipaux. Il y a 302 colistiers. Chaque candidat doit présenter 302 colistiers, plus le maire, ça fait 303 colistiers. Quand vous entendez qu'on parle des colistiers, donc il y aura des conseillers municipaux qui seront 101, il y aura des conseillers de secteur qui seront 202, et donc ça veut dire que ça représente les 303 élus. Il faut que les gens sachent qu'aujourd'hui, dans le 1er secteur, où est Lamine Diarraté avec Menucci, c'est un secteur à part. Pour être maire de Marseille, il faut avoir la majorité, il faut gagner 5 secteurs pour avoir la majorité. Sans les 5 secteurs, ça va être très 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 serré. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a danger à gauche, il y a danger à droite. Parce que dans le 4e et 5e secteur, là où Bruno Gilles est, il y a la ministre Carlotti qui veut faire tomber Bruno Gilles. Et n'oubliez pas qu'il y a 6 ans, c'est ce secteur qui a sauvé Jean-Claude Godin. C'est Muselier qui était maire du 4e, 5e, qui avait sauvé Jean-Claude Godin. Jean-Claude Godin a gagné cette ville de Marseille, pas plus de 1000 voix. C'est 900 voix qu'il a eu pour gagner, pour battre Guérini. Mais en cette période-là, la gauche était unie. La gauche était forte. Donc Godin avait pris la ville grâce à la mairie du 4e et 5e arrondissement. Mais aujourd'hui, la mairie du 4e et 5e arrondissement est menacée par une ministre, tu vois, Carlotti, qui est venue battre Muselier dans son secteur pour être député. Donc, il y a danger dans le 4e et 5e arrondissement. Dans le 2e et 3e arrondissement, c'était Lisette Nardoussi qui était là-bas il y a 6 ans. Lisette Nardoussi avait gagné au premier tour, on l'aimait. C'était le poulet de Guérini. Aujourd'hui, Lisette Nardoussi n'est plus au Parti Socialiste. Elle est une rébellion, elle est aux radicaux de gauche. Donc c'est un danger pour la gauche dans ce secteur. C'est un secteur où la droite, où Lisette Nardoussi, PRG, donc il y a danger là-bas. Il y a quand même aussi le plus grand secteur de Marseille, qui est le secteur du 13-14. Le 13-14, c'est là où Pape Diouf se présente. Le 13-14, c'est un secteur qui représente 150 000 habitants. C'est une ville dans une ville. C'est le secteur où le Front National fait ses meilleurs scores. C'est dans ce secteur où Ravier, du Front National, lors des dernières législatives, le Front National a terminé premier dans ce secteur. Il a fallu le 2e tour pour que toute la gauche se rassemble pour que Sylvie Andrieux puisse gagner dans ce secteur. Donc Pape Diouf est venu se présenter dans le secteur le plus grand de Marseille, un secteur qui représente 150 000 habitants, et c'est le secteur qui te donne plus d'élus municipaux. Dans ce secteur, tu vois, il y a pratiquement, comment dirais-je, 32. Donc c'est le secteur le plus important de Marseille. Donc Pape Diouf va aller là-bas. Et je vous dis une chose, quelque part,
c'est un laboratoire. Parce que pourquoi Pape Diouf a choisi le secteur du 13-14? Le secteur où le Front National fait ses meilleurs scores. C'est le secteur le plus important. Mais donc, Pape Diouf se doit de gagner ce secteur. En tout cas, on nous souhaite bonne chance. Par contre, le temps de classe, on a 5 minutes juste pour conclure avec Kernon. Et on nous souhaite bien sûr bon meeting. Et d'abord, on va... bonjour Alpha, Bangoa. Bonjour. Excuse-moi, je te mets à l'antenne. Bonjour Bangoa. Bonjour. Voilà, c'est un plaisir. On t'a connu donc, par le biais de la Mindiaraté. Ouais. Donc tu as été juste au meeting, je pense que un méga meeting dont la communauté africaine a été, qu'on s'était invité. Et donc il a assez bien prêté l'oreille. Et donc actuellement tu es un jeune journaliste étudiant, non? Oui, oui. Voilà. Actuellement, je me présente Bangoura Alpha, d'origine guinéenne, et actuellement à l'IEJ, l'Institut européen de journalisme de Marseille, et l'école qui est parrainée par M. Pape Diouf et M. Jean-Pierre Foucault. Ouais, et donc, bien avant, j'ai fait d'autres études, mais j'ai été bercé par le métier du journalisme depuis tout petit, donc c'est un rêve d'enfant. Et qu'après mon master 2 déjà en histoire politique internationale, et je me suis freiné le chemin pour essayer d'avoir une formation. Et la chance m'a été donnée, j'ai passé un concours et j'ai été admis à l'école, au sein de l'effectif de l'école de l'IEJ. Et ça fait à peu près 7 mois j'y suis et je fais la licence 3 et l'an prochain je ferai le master 1. Et donc, dans le cadre aussi de ce projet municipal, on a un panel entre nous, étudiants de l'établissement, qui concerne qui est une plateforme de diligenter un peu le projet sur la candidature de tout un chacun, que ce soit les candidats de gauche, de droite, et même aussi du Front National, et dont je fais partie déjà. Donc, c'est d'où la raison la fois dernière, quand le collectif des Marseillais d'origine africaine a organisé, j'ai pu m'y rendre au moins pour essayer, non seulement en tant qu'Africain de la diaspora, mais aussi essayer aussi d'apporter mon grain de sable aussi au programme du projet qu'on a à notre niveau aussi. En tout cas, tout à fait. Dans la semaine, vous avez le temps de venir voir l'administration pour faire votre stage dans de bonnes conditions. Et vous aurez toute la chance, bien sûr. Et on sait que c'est le dernier dimanche pour parler de la politique. Tu viendras, on parlera sur l'environnement, le devenir, sur quoi quand l'Afrique se réveille, n'est-ce pas? Et donc on va attaquer notre ami Kernon, puisque nous avons nos politiques qui veulent s'installer. Et on aura l'occasion vraiment de développer avec M. Bangoura. C'est un grand plaisir. J'aimerais bien poser une question à M. Bangoura. En tant que tu viens de me parler de l'école, c'est vos deux parrains, Pape Diouf et Jean-Pierre Foucault. Mais à ma grande surprise, je vois que Jean-Pierre Foucault fait partie des soutiens de Jean-Claude Godin. Oui, bon, c'est la politique. D'accord. C'est la politique, parce que nous, à l'école, on n'est pas tellement cloîtré à ce niveau politique d'accompagnement de M. Pape Diouf, même s'il est notre parrain. Et quand il vient à l'école, ça ne serait-ce que dans le cadre administratif. Oui, on l'accueille, on le soutient. Mais quand Pape se présente actuellement à l'école, on le reçoit comme candidat. Et nous, en tant que journalistes, nous posons les questions par rapport à ses objectifs, par rapport à son programme d'action. Super, ça c'est un bon engagement. En tout cas, merci beaucoup. De toute façon, on aura l'occasion. Par contre, on va prendre la Mindiaraté. D'abord, avant de prendre la Mindiaraté, on va Kernon. Je pense que tu as mille raisons donc, de venir à Marseille pour rencontrer Pape, pour couvrir cet événement qui t'est cher. Je pense, quel message tu voudrais donner à la communauté particulièrement pour animer justement ce paysage politique? L'enjeu. Moi, je pense qu'il faut saluer l'initiative du grand frère, hein, Pape Diouf. Je pense que ça consiste ça va permettre quand même à faire bouger les lignes, comme on dit. Parce que, à ce que je cherche, c'est la première fois que le scrutin est aussi ouvert à Marseille, en tout cas selon les analyses marseillais. Et donc, il ne faut pas aller chercher loin pour en trouver la raison. Elle est simple, elle est là, et devant nous, c'est Pape Diouf. Donc, de ce point de vue-là, les lignes ont déjà bougé. Et je pense que pour répondre donc, par rapport à la communauté, je pense que sur ce point-là, la candidature de Pape Diouf,
elle n'est que bénéfique, elle ne peut être que bénéfique, quoi, parce que à mon avis, ça va quand même encourager tous les jeunes, tous ces fans qui l'admirent, qui le suivent depuis des années, depuis des décennies, quand même à croire en leur chance. Je pense notamment aux minorités défavorisées, donc en ce sens-là, on se dit que si Pape, avec le discours, le verbe qu'il a, donc je pense qu'il parle quand même, ça va contribuer davantage à faire prendre conscience à cette couche populaire que tout est possible dans la vie. En tout cas, Kian, on te reçoit 100% et tu seras prochainement avec nous parlant d'autres choses. Et donc l'Afrique se réveille, l'Afrique, tu le crois, et donc dans ce grand progrès, nous y sommes, vous êtes, nous y sommes, et pourquoi pas, l'avenir nous le dira, l'Afrique portera ses fruits. En tout cas, pour question de Pape, certainement, on le souhaite beaucoup de chance, et c'est vrai que les cartes sont jetées, et je pense que ça va changer pas mal beaucoup de choses. Un message de Lamine Diarraté, on ne veut plus être spectateur dans la politique, dans le paysage politique. Il faut que nous soyons d'accord pour être d'accord. Mais comme dit Moïse Kouyaté, malheureusement, on n'est pas encore prête à s'organiser par rapport à d'autres collectifs. La diaspora arménienne, ils ont fait un travail extraordinaire. La diaspora israélienne ou juive, ils ont fait un travail extraordinaire. Je pense que nous encore si loin de pouvoir être tous derrière le pape ou derrière l'ami ou derrière le consort, etc. Merci beaucoup donc, pour l'invitation. C'est tout à fait l'honneur que vous avez fait à afriqueconnexion.com. Et j'en profite pour lancer un petit bonjour à mon ami Lamine Diarraté, que j'aurais bien aimé. C'est la deuxième fois que je suis invité. C'est la deuxième fois que je suis invité à Afrique Connexion, pardon, à Galère, à Radio Galère. Merci. Mais à chaque fois, il n'est pas là. Donc, je lui souhaite bon courage surtout aussi parce que j'ai vu qu'il est candidat, il s'active bien. Il a parfaitement raison. Il faut quand même refuser de tout derrière. Merci. En tout cas, c'est moi qui te remercie. Voilà, donc on va maintenant prendre Lamine Diarraté. Avant de prendre Lamine Diarraté, je remercie Karim Higo et oui, pour soutenir Solange Biagui. Tout simplement, on connaît l'homme, c'est le chef d'entreprise, il est architecte et il est aussi promoteur dans beaucoup de logements à Marseille. Une seule chose qu'on retient aussi, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas d'où tu vas. Karim, il a énormément travaillé sur son pays, le Burkina Faso. La société civile a un grand rôle à jouer et il a mis en place de tout ce qui est la prévention de l'eau, le traitement de l'eau, etc. Il a eu un prix fort de son pays, reconnu par ses confrères. Et donc ce prix aussi décerné par l'ambassade de Burkina Faso à Paris. Et je pense qu'on l'encourage et sur quoi donc lui sait d'où il va. Et j'espère bien que tous ces gens africains qui sont candidats, il ne faut pas avoir peur de la communautariat, parce que tout simplement il faut que nous soyons bloc pour essayer d'élire qui de droit et qui pourra soutenir cette communauté entièrement. Voilà, deuxièmement, je leur souhaite beaucoup de chance. Il s'est confié à la diaspora. Vous trouverez donc sur diaspora des invités tout en lettres, espace. Et, vous trouverez donc Bruno Gilles, vous trouverez Minucci, vous trouverez Pape Diouf, vous trouverez tout le monde. Donc à vous de jouer. Et nous, on n'est pas là pour vous dire tel. Voilà, les politiques sont ensemble, mais je pense que bien entendu, il y a toujours un qui décale l'autre. Oui, moi je lance un appel à tous les auditrices et auditeurs qui nous écoutent. Il faut que vous allez voter. Moi je me dis voter pour tel ou tel, ce n'est pas mon rôle. Mais pour une fois, sortez, allez voter. C'est en sortant que la différence se fera. C'est en votant que le Front National reculera. Si vous restez dans vos maisons et ça va sans voter et critiquer, vous ne changerez rien. Ceux qui ont l'habitude de s'abstenir, de grâce, allez voter. Les indécis, prenez votre décision. Allez voter le 23, c'est très important pour la marche de la démocratie. Allez voter. Bernard Tapie le disait, vous les minorités, tant que vous n'avez pas l'instinct d'aller chercher des cartes et d'aller voter, vous serez toujours restés dans vos cités à pleurer. Sortez. J'appelle à toute la communauté, toutes les personnes qui sont dans les cités, toutes les associations, faites à ce que tout le monde puisse aller voter le 23. C'est très important pour la marche du pays. Marseille, c'est la deuxième ville de France. Ces élections sont très importantes et c'est suivi partout dans le monde.
Et je vous en supplie, sortez, faites votre devoir civique, allez voter. Et je demande aux partis politiques de faire leur travail, d'aller dénicher, sortir les gens de leur trou pour qu'ils puissent voter, pour qu'au moins dans ces élections, que nous ayons un taux de participation le plus élevé depuis qu'on vote ici à Marseille. Voilà, merci beaucoup Moïse. Nous allons prendre le grand maestro Lamine Diarraté. Il y a un message qui a été dit hier par un de ces politiciens qui disait on ne veut plus donner des poissons aux enfants, aux jeunes. On leur invite de leur donner des cannes à pêche pour pouvoir pêcher donc, des poissons et je pense apprendre à bon vivre et donc